Ma femme a écrit, partie pour un voyage d'une semaine. Le 3e jour, elle a appelé, un homme est venu me voir. Tu le connais? J'ai répondu, ne t'inquiète pas, c'est mon avocat pour le divorce. Il était un peu plus de 9 heures du soir. Une bruine continue tapotait contre la fenêtre de ma chambre d'hôtel au 11e étage à Paris. Le ciel était gris, l'air plus froid que d'habitude, et je passais en revue les diapositives pour une table ronde à laquelle je devais intervenir le matin. Mon téléphone a vibré à côté de la lampe. Voyage entre filles, ne panique pas, Chloé est à la maison ce week-end, elle a des snacks et des films. Tout ira bien. Bisous. J'ai fixé le message, attendant plus, attendant un, je plaisante, ou, Sophie la surveille, mais rien n'est venu. Je l'ai relu 3 fois. Mes doigts se sont resserrés autour du téléphone comme s'il pouvait se briser en deux. J'ai appuyé sur appeler. Elle a décroché après 2 sonneries. Salut chérie, a-t-elle dit d'un ton léger. Je pouvais déjà l'imaginer, lèvres brillantes, veste en fausse fourrure, peut-être une coupe de champagne à la main. Tu as laissé Chloé seule. Ma voix était un murmure, mais du genre qui a du poids. Il y a eu une pause. Elle a 10 ans, Antoine. Elle est autonome. Autonome, ai-je répété, la mâchoire crispée. C'est une enfant. Oh, allons, a-t-elle dit en riant comme si je dramatisais. Elle a son iPad. Elle sait qu'il ne faut pas ouvrir la porte, et elle peut faire du popcorn au micro-ondes. Tu agis comme si elle était sans défense. Parce qu'elle l'est. Caroline, ce n'est pas un débat. C'est notre fille. Tu es partie sans me le dire, sans demander. Tu es à une conférence, a-t-elle lancé, son ton changeant. Qu'est-ce que j'étais censé faire? Rester à la maison à tricoter? Tu étais censé être une mère. Waouh. D'accord, c'est un peu fort venant de monsieur je voyage tous les mois. C'est pour le travail, Caroline, pas des week-ends au champagne avec ta tribu de yoga. Sa voix est devenue froide. J'avais besoin de ça. Tu ne comprends pas ce que c'est que d'être coincé dans cette maison toute la semaine. Je me suis levé, arpentant la pièce. Alors dis-le. Demande une pause. Mais tu ne disparais pas pour laisser Chloé seule. Et s'il y avait une urgence? Et si elle avait besoin de, elle m'appellerait, ou toi, ou les secours. Antoine, arrête d'agir comme si je l'avais abandonnée dans les bois. C'est tout comme. PFF. Tu dramatises toujours tout. Elle va bien. Elle n'a probablement même pas remarqué que j'étais parti. Celle-là a fait mal. Tu sais quoi, ai-je dit en attrapant ma valise. J'arrête de discuter. Je rentre à la maison. Oh, pour l'amour de Dieu. Tu vas vraiment gâcher tout ton week-end pour ça? Je rentre voir ma fille, ai-je dit sèchement. Toi, profite bien de ton peignoir de spa et de ton eau au concombre. Elle a ricané. Incroyable. J'ai mis fin à l'appel au milieu de sa phrase. Je suis resté là 1 seconde, la poitrine haletante, fixant la ligne d'horizon silencieuse par la fenêtre de l'hôtel. Ce n'était pas un malentendu. C'était tout autre chose. Je m'appelle Antoine. Je vis à Versailles dans une maison modeste avec une balançoire dans le jardin. Et jusqu'à ce soir, je pensais que nous tenions le coup, un emploi, un prêt immobilier, une fille, et une femme que je pensais simplement en proie à une certaine agitation. Mais ce soir, tout a basculé. Et je vous promets que ce qui a suivi a fait passer cette nuit pour le calme avant la vraie tempête. Le taxi s'est éloigné de l'hôtel en silence, les pneus sifflant sur l'asphalte humide. J'étais assis sur la banquette arrière, les épaules raides, regardant par la fenêtre maculée de pluie la ville que je fuyais désormais à toute vitesse. Paris avait habituellement ce bourdonnement, un rythme sous le bruit, mais à cet instant, elle semblait froide et hostile, comme si j'étais du mauvais côté de quelque chose de précieux. Le chauffeur m'a regardé dans le rétroviseur. L'aéroport? Oui, Charles de Gaulle. Le plus vite possible. Il a hoché la tête et a augmenté la vitesse des essuie-glaces. Je n'avais même pas encore de billet de retour. Juste un sac préparé, un téléphone brûlant dans ma main, et une horloge dans ma tête qui me disait que j'étais déjà trop en retard pour quelque chose. J'imaginais Chloé, 10 ans, probablement recroquevillée sur le canapé dans son pyjama dépareillé, une chaussette manquante,
regardant des dessins animés sans personne pour lui rappeler de se brosser les dents, de manger quelque chose de consistant, ou de fermer la porte à clé. Mon estomac s'est noué. C'est à ce moment-là que mon téléphone a sonné. Christophe s'est affiché à l'écran. Mon patron, le vice-président de la stratégie de marque chez Apex Stratégie. Il n'appelait jamais, il planifiait toujours. J'ai hésité, puis j'ai décroché. Antoine, sa voix était sèche. S'il te plaît, dis-moi que c'est une blague. Ce n'est pas une blague. Je rentre à la maison. Tu as quitté la conférence? Oui. Au milieu du déploiement européen? Tu présentes le discours d'ouverture demain. Je sais. Une pause. Il s'est passé quelque chose? Ma femme a laissé notre fille seule à la maison pour partir en voyage entre filles. Je viens de l'apprendre. Elle a 10 ans. Christophe, je rentre à la maison. Il a expiré bruyamment. Antoine, je comprends que tu sois contrarié, mais tu es un père. Tu devrais pouvoir faire confiance à ta femme pour gérer les choses. Tu fais partie de cette équipe depuis 7 ans. Tu as mérité ton poste de direction. Ne gâche pas tout. Je ne gâche rien du tout, ai-je dit en gardant ma voix calme. J'assume mes responsabilités. Je ne peux pas faire ça en sachant que Chloé est seule. Il a ricané. Écoute, j'ai travaillé pendant des anniversaires, des visites aux urgences, et même pendant l'opération de la vésicule biliaire de ma femme. C'est le métier. On ne quitte pas une conférence en plein milieu pour « c'est une enfant », Christophe. Pas une vésicule biliaire. Et je ne suis pas toi. Un autre silence. Celui-ci plus froid. Je vais être franc, Antoine. Si tu laisses cette mission inachevée, ne t'attends pas à être réinvité à la table des décisions. Pas seulement ce trimestre, peut-être plus jamais. Ma mâchoire s'est crispée. Le taxi s'engagea brusquement sur le périphérique, les feux arrière se brouillant en rouge sous la pluie. Compris, ai-je dit. C'est donc ta décision. En effet. Alors nous sommes clairs. Clic. J'ai fixé le téléphone un long moment. Mon pouce a hésité, voulant le jeter, voulant crier. Au lieu de ça, je l'ai simplement laissé tomber sur le siège à côté de moi et j'ai appuyé mon front contre la vitre froide. J'aurais dû ressentir de la panique, celle qui vient quand une carrière que vous avez bâtie pendant une décennie pourrait s'effondrer en un appel de 3 minutes. Mais tout ce à quoi je pouvais penser, c'était Chloé, la façon dont sa voix se brise quand elle est nerveuse, le courage tranquille qu'elle porte quand elle essaie de ne pas pleurer, son petit coup doux à la porte de notre chambre quand elle a fait un cauchemar. Cette fille avait été laissée dans une maison silencieuse sans personne pour la border. J'ai expiré, les yeux brûlants. Aucun travail, ai-je murmuré, ne vaut plus qu'elle. Le chauffeur de taxi n'a pas dit un mot, il a juste légèrement augmenté le chauffage. Dehors, la pluie battait plus fort, chaque goutte contre la vitre comme une horloge qui fait tic-tac, comptant les secondes jusqu'au moment où je réparerai tout ça. Il était presque minuit quand je me suis garé dans notre allée à Versailles. La pluie s'était enfin calmée, laissant tout glissant et brillant sous la lumière ambrée du porche. La maison avait l'air identique, une petite maison de 2 chambres, des volets blancs, une lumière de porche qui bourdonnait faiblement. Mais pour moi, elle semblait différente, fragile, comme si quelque chose s'était fissuré sous la surface. J'ai coupé le moteur, attrapé mon sac, et j'ai marché lentement vers la porte d'entrée. Je n'ai pas frappé. La clé a tourné silencieusement dans la serrure. Les gonds ont émis le grincement habituel en s'ouvrant. À l'intérieur, la lampe du salon était toujours allumée, basse, chaude. Et là, recroquevillée sur le canapé dans une couverture 3 fois trop grande pour elle, se trouvait Chloé. Elle était complètement réveillée. Au moment où elle m'a vu, ses yeux se sont arrondis. Papa. Je n'ai même pas eu le temps de poser mon sac qu'elle s'est lancée à travers la pièce. Ses petits bras se sont enroulés fermement autour de ma taille. Elle a enfoui son visage dans ma chemise. Tu es à la maison, a-t-elle murmuré, la voix tremblante. Je me suis agenouillé et je l'ai serrée dans mes bras, la tenant près de moi. Oui, ma chérie. Je suis à la maison. Elle a reniflé. Je pensais que j'allais être seul tout le week-end. J'ai ressenti ça comme un coup de poing dans le ventre. Tu n'étais pas censé l'être, ai-je murmuré en me reculant pour regarder son visage.
Tu ne devrais jamais te sentir comme ça. Jamais. Elle a hoché la tête rapidement, essayant d'être courageuse, mais son menton tremblait. Tu as eu peur? Elle a hésité, puis a fait un petit signe de tête. La maison faisait des bruits bizarres et les lumières ont clignoté. Je pensais que c'était peut-être un tremblement de terre. Je suis tellement désolé. J'aurais dû être là. Tu ne savais pas, a-t-elle dit doucement, comme si elle essayait de me protéger. Maman a dit que tout allait bien, mais je n'étais pas rassuré. Je l'ai prise dans mes bras et, même si elle devenait trop grande pour ça, je l'ai portée jusqu'à la cuisine. Il y avait encore une légère odeur de macaroni au fromage au micro-ondes et de quelque chose de brûlé. Je l'ai posée sur un tabouret. Tu as mangé? En quelque sorte. J'ai fait du pop-corn, mais ensuite je n'avais plus vraiment faim. Mon cœur s'est serré à nouveau. Elle essayait d'être forte, comme Caroline disait toujours qu'elle devait l'être. Autonome, l'avait-elle appelée? Non, ce n'était pas de l'autonomie. C'était une enfant laissée seule pour se débrouiller. J'ai attrapé mon téléphone et j'ai passé une commande sur l'application de livraison. Tu aimes le poulet à l'orange, n'est-ce pas? Son visage s'est illuminé. Oui. Avec un supplément de riz. Un supplément de riz et des nems. Elle a balancé légèrement ses pieds sous le tabouret. Tu dois retourner à ton voyage d'affaires? J'ai secoué la tête. Non. Je suis là. Ses épaules se sont détendues pour la première fois de la nuit. 30 minutes plus tard, nous étions assis à la table de la cuisine, 2 cartons en papier ouvert, des nems partagés entre nous. Chloé avait enfilé son pyjama licorne, sa couverture maintenant drapée sur ses genoux. Alors, ai-je dit en mordant dans un morceau de poulet, raconte-moi tout ce que j'ai manqué. Commence par le début. Je veux des détails. Elle a souri à travers une bouchée de riz. D'accord, mais ne m'interromps pas. J'ai levé les 2 mains. Promis, juré. Et comme ça, la tempête de la journée s'est estompée pour devenir quelque chose de chaud, de familier, de sûr. Elle m'a parlé de sa dictée, de comment elle pense que son ami Maddy sort secrètement avec un garçon nommé Lucas, même s'ils ne sont qu'en CM2, et c'est probablement illégal. Elle a ri de sa propre blague, et j'ai ri aussi. Peut-être plus fort que je ne l'avais fait depuis des mois. Finalement, sa voix a ralenti. Ses paupières se sont alourdies. Papa? Oui. Merci d'être rentré. J'ai tendu la main sur la table et j'ai pris la sienne dans la mienne. Il n'y a aucun autre endroit où je préférerais être. Ses doigts se sont resserrés autour des miens. Je n'aime pas quand je suis toute seule. Tu n'auras plus à t'inquiéter de ça. Je le pensais. Pas seulement pour ce week-end, pour tout. Alors qu'elle s'endormait à table, je l'ai soulevée doucement et je l'ai portée jusqu'à son lit, je l'ai bordée, et je suis resté assis là un long moment, à la regarder dormir. Et dans ce calme, je savais une chose avec certitude, quelque chose avait changé en moi. Quoi qu'il arrive ensuite, je n'allais pas laisser cela se reproduire tout en coloriant une bande dessinée qu'elle avait commencée la veille. Tu es sûr de vouloir rester chez tante Sophie aujourd'hui, ai-je demandé. Elle a levé les yeux, le regard brillant. Sophie a dit qu'on pourrait faire des cookies, nourrir le chat des voisins, et qu'elle a le câble. J'ai souri. Très bien, alors. Le trajet jusqu'à Saint-Germain-en-Laye a été calme. Sophie vivait dans une jolie petite maison de style meulière, nichée entre de grands chênes et de larges trottoirs. Elle a ouvert la porte avant même que je sonne. Salut, grand frère. Son regard a balayé mon visage. On dirait que quelqu'un a enfin pris une décision. C'est le cas. J'ai embrassé Chloé sur le front. Sois sage, ma puce. Je serai de retour avant le dîner. Ça va aller, a demandé Sophie, me regardant attentivement alors que je reculais vers la voiture. Oui, ça ira, ai-je répondu, et je le pensais. En centre-ville, je me suis garé devant un immeuble à la façade haussmannienne, aux fenêtres hautes, avec une plaque en laiton qui indiquait « Cabinet Lambert, Durand et Associés, spécialiste du droit de la famille ». La réceptionniste a levé les yeux quand je suis entré. « Avez-vous un rendez-vous » Antoine Fournier, ai-je dit. J'ai appelé ce matin. 10 minutes plus tard, j'étais assis en face d'un grand homme d'une 50aine d'années,
aux tempes grisonnantes et au calme de prétoire qui vous donnait l'impression que la vérité avait déjà été établie. Monsieur Fournier, a-t-il dit en joignant ses mains sur le bureau. Racontez-moi tout. Alors, je l'ai fait. De la chambre d'hôtel à l'appel téléphonique, de la voix solitaire de Chloé à l'assurance froide de celle de Caroline, je n'ai pas dramatisé. Je n'ai pas divagué. Je lui ai exposé les faits. Il a écouté, a pris des notes. Quand j'ai eu fini, il s'est penché en arrière et a hoché la tête une fois. Je vais être franc avec vous, a dit maître Lambert. C'est un cas de garde d'enfant typique. Si vous voulez engager une procédure, je peux agir vite. Je veux demander le divorce, la séparation des biens et la garde exclusive. Ses yeux se sont levés. Vous n'hésitez pas. Non. Je peux rendre cela rapide et sans faille, a-t-il dit en attrapant un épais formulaire d'admission. Mais si nous allons dans cette direction, nous avons besoin de preuves, localisation, preuves d'abandon, éventuellement d'adultère, le cas échéant. J'ai fait une pause, puis j'ai sorti mon téléphone. La meilleure amie de Caroline, Amélie, m'avait toujours adoré, disant que j'étais l'homme le plus patient du monde. J'ai fait défiler de vieux messages, j'ai trouvé son numéro et j'ai appelé. Elle a répondu à la deuxième sonnerie. Antoine ? Salut, c'est à propos de Caroline ? J'ai gardé un ton léger. Salut, Amélie. En fait, oui. J'ai une idée folle. J'ai pensé prendre l'avion et lui faire la surprise. Je me suis dit que ça l'amuserait, mais elle ne m'a pas dit à quel hôtel elle était. Tu ne le saurais pas, par hasard ? Oh mon Dieu, Harry Amélie. C'est adorable. Oui, elle est à l'hôtel Martinez à Cannes, chambre 2412. Elle est probablement encore en peignoir. J'ai gloussé. Merci, Amélie. Je te revaudrai ça. Vous êtes trop mignons, vous deux, a-t-elle dit. Vous me redonnez espoir en le mariage. J'ai raccroché. Lambert a haussé un sourcil. Vous venez de dénicher ça en 30 secondes ? C'est une de mes habitudes, ai-je dit en lui tendant un post-it avec l'information. Faites en sorte que ce soit spectaculaire. Il a baissé les yeux sur le papier comme si c'était une arme chargée. Puis il a hoché la tête. Commençons. J'étais de retour à Versailles au coucher du soleil. La maison était de nouveau silencieuse. Sophie avait promis de garder Chloé pour la nuit pour que je puisse régler tes histoires d'adultes. C'est comme ça qu'elle l'appelait. J'ai apprécié la formulation. Je me tenais à l'évier de la cuisine, lavant une seule tasse, non par besoin, mais par habitude, quand mon téléphone s'est allumé. Caroline, un type vient de se pointer avec un dossier plein de paperasse juridique. Tu le connais ? Je me suis séché les mains, j'ai pris le téléphone, je l'ai fixé une seconde, puis j'ai tapé. Moi, oui. C'est mon avocat pour le divorce. Pas d'émoji, pas de ponctuation pour adoucir le coup, juste la vérité, plate et finale. Les réponses sont arrivées plus vite que je ne le pensais. Caroline, tu plaisantes ? Tu as envoyé un avocat à mon hôtel ? Caroline, c'est quoi ce bordel, Antoine ? Tu ne pouvais même pas me parler d'abord ? Caroline, c'est comme ça que tu gères les choses maintenant. Comme un lâche ? Les messages continuaient d'arriver, chacun plus virulent que le précédent. Mais je n'ai pas tapé un mot. J'ai marché jusqu'au canapé, je me suis assis lentement et j'ai laissé le téléphone vibrer jusqu'à épuisement. Caroline, message vocal, tu réagis de manière excessive. Tu fais toujours ça. Une erreur, et tout à coup tu joues les martyrs. Elle allait bien. Chloé allait parfaitement bien. Tu veux juste une excuse pour tout faire exploser, n'est-ce pas ? Caroline, deuxième message vocal, tu m'as prise par surprise, Antoine. Tu as envoyé ce serpent dans ma chambre avec des témoins. Le bagagiste était juste là. J'étais en peignoir. Caroline, troisième message vocal, maintenant furieuse, tu ne m'enlèveras pas Chloé. Tu m'entends ? Tu n'as pas le droit de prendre cette décision unilatéralement. Je suis sa mère. Chaque message vocal s'empilait comme des briques, et chacun la faisait paraître un peu plus déséquilibrée. Je me suis versé un verre d'eau, je me suis assis, et j'ai laissé le silence lui répondre. Quand le dernier message est arrivé juste après 20 heures, son ton avait changé. Caroline,
Message vocal numéro 5, ce n'est pas toi, Antoine. Cette version froide et calculatrice de toi. Qui est-ce? Nous étions censés être une équipe. On ne lance pas une bombe pour ensuite s'en aller. Au moins, appelle-moi. Au moins, parle-moi comme un être humain. Mais elle ne m'avait jamais parlé comme tel quand c'était important. Elle me parlait dessus, autour de moi, à travers moi. Et maintenant, elle secouait les barreaux d'une cage qu'elle avait construite elle-même, un texto à la fois. J'ai regardé le téléphone une dernière fois avant de le retourner. Je ne l'ai pas bloqué. Je n'ai pas répondu. J'ai juste laissé le calme s'installer autour de moi comme une armure. Parce que ce soir, pour la première fois depuis longtemps, je ne réagissais pas à son chaos. Je construisais quelque chose de solide, quelque chose qui ne tremblerait pas chaque fois qu'elle déciderait qu'elle s'ennuyait d'être une mère. Dehors, la lune était basse sur la baie, projetant une lumière argentée sur la vitre. Dans une suite de cannes à des centaines de kilomètres de là, Caroline devait probablement faire les 100 pas en chaussons, essayant de retrouver la version de moi qu'elle avait l'habitude de manipuler. Mais cette version n'existait plus. Celle-ci, cette version, ne bronchait pas. Le soleil du matin filtrait à peine à travers les stores quand j'ai entendu la porte d'entrée s'agiter. Pas un coup, une clé. Puis la porte a grincé en s'ouvrant lentement, avec hésitation, comme si elle n'avait pas été utilisée depuis des mois, pas des jours. Je suis resté au comptoir de la cuisine, me versant mon café. Je ne me suis pas pressé, je n'ai pas parlé, j'ai juste laissé le moment arriver. Et la voilà, Caroline, debout dans l'embrasure de la porte, portant toujours le pyjama rose qu'elle disait toujours la faire se sentir, mignonne mais sans effort. La soie était froissée, les poignets tachés. Son mascara avait coulé sur ses deux joues, comme si elle avait pleuré toute la nuit sans jamais prendre la peine de se refaire une beauté. Ses cheveux étaient attachés en un chignon lâche qui avait clairement abandonné à mi-chemin. Elle ne ressemblait en rien à la femme qui était entrée avec assurance dans cette chambre d'hôtel de Cannes 36 heures plus tôt, avec des rêves de spa et aucune culpabilité. Maintenant, elle ressemblait à quelqu'un qui avait vu quelque chose auquel elle ne s'attendait pas, son reflet. Je n'ai pas bougé, j'ai juste pris une lente gorgée de café. Elle est entrée, les yeux parcourant la cuisine comme si elle avait peur de toucher quoi que ce soit. Antoine, a-t-elle commencé, la voix fine. Est-ce qu'on peut parler? J'ai tiré une chaise, non pas pour elle, pour moi, et je me suis assis. Vas-y. Elle s'est approchée de la table mais ne s'est pas assise. Ses mains tremblaient en s'agrippant au dossier de la chaise en face de la mienne. Je sais que tu es en colère, a-t-elle commencé en reniflant. Et peut-être que je méritais une partie de ça. Je ne réfléchissais pas clairement. J'avais besoin d'une pause. Je n'avais pas prévu que ça te blesserait, toi ou Chloé. Je le jure. La vapeur de mon café s'élevait entre nous. Je l'ai laissé continuer à parler. Elle a réessayé. Je suis rentré plus tôt. Je n'ai même pas terminé le voyage. Au moment où j'ai reçu ces papiers, j'ai paniqué. Je ne pouvais plus respirer. J'avais l'impression que tu avais déjà pris ta décision. Tu ne m'as même pas donné une chance de m'expliquer. Je l'ai regardée alors. Vraiment regardée. Elle s'effondrait, et elle s'attendait à ce que je la rattrape. Je t'en supplie, Antoine, a-t-elle dit, la voix se brisant alors que des larmes remplissaient à nouveau ses yeux. Ne fais pas ça. Ne nous brise pas. Tu es en colère. Je comprends. Mais ça, le divorce, la garde, c'est permanent. Ça n'a pas à être permanent. Elle s'est finalement assise, repliée sur elle-même comme une tente effondrée. Sa voix est tombée à un murmure. Je ne veux pas vous perdre, ni toi, ni Chloé. Pendant quelques secondes, tout ce que j'ai entendu, c'est le bourdonnement du réfrigérateur et le faible chant des oiseaux à l'extérieur. Puis je l'ai dit, calme, posé, final. Tu nous as déjà perdus. Elle a cligné des yeux. Quoi? J'ai posé doucement la tasse. Tu as laissé une enfant de 10 ans seule à la maison pendant tout un week-end, Caroline. Pas avec une babysitter. Pas avec Sophie. Seule. Pour que tu puisses aller te faire masser et jouer à la comédie avec tes amis. Elle a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Tu n'as pas oublié. Tu as pris une décision qui nous a dit, à elle et à moi, exactement où nous nous situons.
J'étais dépassé, j'ai levé une main. Arrête. Elle s'est tue. Je t'ai couverte une douzaine de fois. Quand tu as oublié les réunions scolaires. Quand tu as manqué les rendez-vous chez le médecin. Quand tu es arrivé en retard au dîner de son anniversaire parce que tu te faisais faire les ongles. Je n'ai jamais rien dit parce que je pensais que tu avais peut-être des difficultés, que tu avais peut-être juste besoin de temps. Mais ce dont tu avais vraiment besoin, je me suis penché en avant, la voix basse, c'était un miroir. Elle m'a regardé, complètement immobile. Tu n'es pas une mère digne de ce nom, Caroline. Les mots flottaient dans l'air comme de la fumée après un incendie. Elle a eu un hoquet comme si je l'avais frappée. Ses lèvres se sont entr'ouvertes, mais rien n'est sorti. Ses mains tremblaient sur ses genoux. Ses épaules ont eu un soubresaut, puis sont retombées, vaincues. Je me suis levé, j'ai pris ma tasse et je me suis dirigé vers l'évier. Tu devrais te rafraîchir, ai-je dit sans me retourner. Chloé sera de retour dans 1 heure. Le silence a envahi la pièce comme un brouillard. Je ne l'ai pas comblé. Elle non plus. Le vendredi soir est arrivé avec une odeur d'ail rôti et de quelque chose de manifestement trop assaisonné. La maison était inhabituellement chaude. Toutes les lumières étaient allumées, une musique jouait doucement en fond sonore, une playlist de jazz que Caroline avait probablement trouvée ce matin-là. Elle s'affairait dans la salle à manger dans une robe que je n'avais pas vue depuis des mois, allumant des bougies dont elle se plaignait autrefois qu'elles étaient trop parfumées. La table était mise pour 6, argenterie polie, verre à vin, serviette en tissu pliée en petits triangles comme si elle l'avait appris sur Pinterest. Cela ressemblait à une version de catalogue du bonheur domestique. Cela ressemblait à une performance. Elle avait invité nos voisins, David et Julie, d'à côté, et son ancienne collègue Talia avec son fiancé, des gens que nous voyons rarement, soudainement convoqués chez nous pour ce que Caroline appelait joyeusement un dîner, juste comme ça. J'ai joué le jeu. Chloé m'a aidé à plier la dernière serviette. Elle s'est penchée et a murmuré, « Pourquoi maman agit comme si c'était Thanksgiving ?» Je lui ai fait un clin d'œil doux. Je pense qu'elle a juste envie de compagnie. On fait semblant à nouveau, a marmonné Chloé en se faufilant dans sa chambre avant que Caroline ne puisse l'entendre. À 19 h, tout le monde était arrivé. Caroline les a accueillis comme une présentatrice de talk show, accolades, compliments, rire quelques décibels trop haut. « Oh mon Dieu, David, tu t'es coupé les cheveux. Tu as l'air d'avoir 10 ans de moins. Talia, j'adore ce haut. Tu sais toujours comment te mettre en valeur. » Quand ils se sont assis, elle a servi les plats comme si elle animait une émission de cuisine. Poulet au citron et aux herbes. J'ai utilisé du thym frais, et j'ai même fait ma propre vinaigrette. Pas de truc en bouteille dans cette maison ce soir. Julie a souri poliment. Waouh, Caroline, tu t'es vraiment surpassée. Oh, eh bien, tu sais. Elle a ri et m'a tapoté le bras, un geste qui ne s'était pas produit naturellement depuis des années. Je me suis reconnecté à mon côté maîtresse de maison ces derniers temps, j'essaie de garder la famille soudée. J'ai pris une gorgée de vin, sans rien dire. Tout le monde a rempli son assiette. La conversation a rebondi entre les emplois, les projets de voyage et cette nouvelle épicerie hors de prix dans la ville voisine. Caroline était radieuse, son sourire ne faiblissant jamais jusqu'à ce que Talia se tourne vers Chloé. « Alors, quoi de neuf avec toi, ma chérie ?» Chloé a haussé les épaules, mâchant prudemment. « Pas grand-chose. Je suis contente que papa soit rentré. » Caroline est intervenue rapidement. « Il a été un tel roc, n'est-ce pas, chérie ? Concilier les voyages et l'éducation des enfants. Pfiou, nous essayons tous les deux de nous améliorer à ce niveau. » J'ai posé ma fourchette. La table s'est légèrement calmée, un changement à peine perceptible. « Oui, ai-je dit d'un ton égal, surtout depuis que Chloé a dû passer le week-end dernier seule à la maison pendant que quelqu'un était à Cannes pour se faire masser en profondeur. On aurait pu entendre une mouche voler. » Caroline s'est figée, souriant toujours, mais ses yeux se sont tournés vers moi avec la vitesse d'un couteau. Talia a cligné des yeux. « Attends, quoi ? » Chloé a baissé les yeux sur son assiette. Caroline a laissé échapper un rire forcé. « Oh, il plaisante. » Je ne plaisantais pas. Ce n'était pas comme ça. Julie a jeté un regard entre nous. « Attends, tu l'as laissée seule à la maison. » Caroline a agité la main, sa voix soudainement trop légère.
C'était à peine une journée complète. Elle avait tout ce dont elle avait besoin, et Antoine est rentré tout de suite. Aucun mal n'a été fait. Chloé est restée silencieuse, se contentant de pousser du riz dans son assiette. Le silence autour de la table s'est installé, épais, comme la poussière dans une pièce immobile. David s'est raclé la gorge. En tout cas, cette vinaigrette est fantastique. Le sourire de Caroline s'était crispé. Son rire avait disparu. Je n'ai pas ajouté un mot. J'ai juste regardé son spectacle, les fissures commençant à apparaître sous la surface de son dîner parfait. L'image qu'elle avait passé son temps à nettoyer commençait à se tacher, et elle le savait. Elle a pris une longue gorgée de vin, n'a rien dit pendant les 10 minutes suivantes. Cela me convenait, parce que tout le monde l'avait vu maintenant. Le spectacle ne correspondait pas au scénario, et aucune quantité de thym frais n'allait changer cela. Le samedi matin est arrivé, froid et gris, le genre de ciel couvert qui rend tout plus silencieux qu'il ne l'est. J'étais devant la cuisinière, retournant des tranches de pain de campagne dans une poêle, quand Caroline est descendue comme un nuage d'orage en mouvement, peignoir noué trop serré, mâchoire crispée, cheveux tirés en arrière comme un défi. Elle n'a pas dit bonjour. Elle est allée directement au placard, a attrapé une tasse, a versé du café comme s'il lui avait fait du tort, puis, slam. La tasse a heurté la table avec un bruit sec qui a fait que Chloé, assise sur un tabouret avec un livre, a levé les yeux, effrayée. Caroline s'en fichait. Mettons tout sur la table, a-t-elle lancé, me fixant à travers la cuisine. Tu penses que tu as tout compris? Que tu peux m'embarrasser devant nos amis et gagner cette petite guerre avec ton silence suffisant? Je ne me suis pas retourné. J'ai juste retourné le toast. Tu penses que parce que tu m'as servi les papiers en premier, tu as le dessus? Sa voix montait maintenant, se fissurant sur les bords. Tu oublies que je suis sa mère. Ça compte pour quelque chose. J'ai glissé le toast sur une assiette, j'ai pris mon temps pour le beurrer. Je n'ai pas fini, a-t-elle lancé. Je sais, ai-je dit calmement. Chloé regardait entre nous, silencieuse. Caroline s'est approchée, sa voix plus basse maintenant, plus acérée. Tu n'as pas le droit de me peindre comme la méchante, Antoine. Tu n'es pas un saint. Tu es parti. Tu as toujours eu un pied dehors avec les voyages d'affaires et les nuits tardives. Et n'essaie pas, ai-je dit doucement en me tournant pour lui faire face. N'essaie pas de réécrire ça. Elle a pointé un doigt vers moi comme un poignard. Tu veux jouer salement? Très bien. Je prendrai Chloé. Je dirai au juge que tu as abandonné le mariage, pris des décisions unilatérales, créé un environnement hostile. C'est un peu tiré par les cheveux. Et je m'assurerai que tu paies une pension alimentaire, a-t-elle continué, ses yeux se rétrécissant. On verra combien de temps durera ta petite démonstration de force quand tu signeras la moitié de ton chèque de paie chaque mois. La pièce est devenue silencieuse. Chloé a posé lentement son livre, ses joues pâles. J'ai regardé Caroline droit dans les yeux. Et c'est juste un mot. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas bronché. Je l'ai juste dit comme si je le pensais. Et c'était le cas. Le visage de Caroline est devenu rouge. Elle a regardé autour d'elle comme quelqu'un qui réalise qu'il s'est aventuré dans un jeu dont il ne connaît plus les règles. Puis elle a attrapé son manteau sur le crochet, a marmonné quelque chose dans sa barbe et est sortie en trombe. La porte a claqué si fort que la fenêtre au-dessus a tremblé. Un silence a suivi, le genre qui bourdonne dans la poitrine. Je suis retourné au comptoir et j'ai glissé une assiette vers Chloé. Elle a cligné des yeux en me regardant. Elle va vraiment essayer? J'ai esquissé un petit sourire. Pas si elle est intelligente. Chloé a pris un morceau de toast, a pris une bouchée et a murmuré, bien. L'air sentait encore légèrement le pain brûlé et autre chose, le vide. Le tribunal était plus froid que ce à quoi je m'attendais. Trop de climatisation, ou peut-être juste les nerfs. J'ai ajusté ma cravate pendant que Chloé était assise tranquillement à côté de moi dans une petite robe bleu marine que Sophie l'avait aidée à choisir. Elle serrait un petit ours en peluche sur ses genoux, le même qu'elle avait depuis la maternelle. Elle n'avait pas peur, juste immobile, comme si elle savait que ce jour comptait. De l'autre côté de l'allée, Caroline était assise avec son avocat, un jeune homme à la coupe de cheveux impeccable et un dossier plein de baratin. Elle portait son meilleur blazer, d'une teinte gris doux destiné à lui donner l'air posé,
maternelle, inoffensive. Elle était même maquillée, légèrement, de manière soignée, contrôlée. Mais ses yeux, ils filaient, trop vite, trop désespérément, vers chaque objectif de caméra dans la pièce. Il ne s'agissait pas de Chloé, pas pour elle. Il s'agissait de l'image. Alors que la séance s'ouvrait, la juge, une femme d'acier aux cheveux blancs courts et aux lunettes de lecture à mi-hauteur de son nez, a appelé l'affaire. Fournier contre Fournier. Décision sur la garde, les finances et la résidence principale. Caroline s'est levée immédiatement et a tiré la main de Chloé avant que quiconque ne puisse réagir. « Viens ici, ma chérie », a-t-elle dit fort, se penchant comme pour une séance photo. « Maman s'est tellement ennuyée de toi. » Chloé a retiré sa main, doucement, fermement. Puis, assez clairement pour que chaque micro et chaque stylo dans la pièce l'entendent, elle a dit « Je veux rester avec papa ». Toute la pièce a semblé expirer, comme si cette seule phrase avait aspiré tout l'air. Caroline a cligné des yeux, la main toujours à moitié tendue. « Chérie, ce n'est pas grave. Tu es juste confuse. »« Non, » a dit Chloé. « Je ne veux pas vivre avec toi. » Même l'huissier semblait mal à l'aise. Caroline s'est lentement rassise sur sa chaise, le visage figé. Mon avocat, Maître Lambert, s'est levé calmement. « Votre honneur, avec la permission de la Cour, nous aimerions soumettre des preuves visuelles supplémentaires à l'appui de la demande de garde de Monsieur Fournier. » La juge a hoché la tête. Procédez. Lambert a fait un geste vers l'écran. Image de surveillance. Cannes. Daté de 3 jours avant le dépôt de la plainte. Il a cliqué sur lecture. Le clip granuleux montrait Caroline, en peignoir, sortant dans le couloir de la suite d'hôtel, puis rencontrant un homme en chemise. Plus jeune, pas un bagagiste, pas un ami. Ils se sont embrassés, brièvement mais sans équivoque. Des murmures d'étonnement ont résonné doucement derrière nous. L'avocat de Caroline s'est levé d'un bond. Objection, votre honneur. Ceci n'est pas pertinent pour la capacité parentale. Rejeté, a dit la juge, sa voix égale. Cela en dit long sur le jugement, la fiabilité et le caractère général dans une affaire de garde. Le visage de Caroline était blanc, la bouche légèrement ouverte. Elle n'a pas nié. N'a même pas cligné des yeux. Et moi, j'ai regardé ce clip avec l'estomac noué parce que je n'avais pas vu cette partie avant. Lambert avait mentionné des documents à l'appui, mais je n'avais pas demandé quoi. Maintenant, je savais, elle n'était pas seulement absente, elle était déjà partie. La juge a ajusté ses lunettes et a remué les papiers devant elle. Sur la base des preuves présentées, y compris la demande directe de l'enfant, les dossiers financiers, la chronologie de l'abandon et ses nouvelles images, ce tribunal statue en faveur de Monsieur Fournier. Une pause. La garde exclusive est accordée à Monsieur Fournier. Madame Fournier conservera des droits de visite en attendant un examen et une certification de cours de parentalité. Aucune pension alimentaire pour enfants ne lui sera accordée. De plus, en raison de sa mauvaise gestion financière et de ses dépenses unilatérales, il lui est ordonné de verser une pension alimentaire mensuelle à Monsieur Fournier d'un montant de 890 € jusqu'à nouvel ajustement. Le marteau est tombé, un coup sec et final. Caroline n'a pas bougé. Pas pendant plusieurs secondes. Puis, lentement, elle s'est levée. Son avocat a essayé de lui murmurer quelque chose, mais elle l'a bousculé. Ses talons ont claqué sur le sol comme des clous dans un cercueil. Elle ne m'a pas regardé. N'a pas regardé Chloé. Elle est simplement sortie, le visage pâle, la bouche serrée, sa fierté brisée, et le tribunal a retenu son souffle jusqu'à ce que les portes se referment derrière elle. 4 mois s'étaient écoulés depuis le tribunal. Une saison était passée, à plus d'un titre. Et en ce dimanche particulier, avec le soleil d'Île-de-France chaud sur nos dos et un ciel bleu s'étendant au-dessus de nos têtes comme une toile fraîche, la paix ne semblait plus être un rêve lointain. Elle semblait présente, réelle, juste là, dans l'herbe entre nous. Nous étions au parc de Sceaux, le préféré de Chloé, celui avec la balançoire en pneus tordus et les canards sauvages qui ne semblaient jamais quitter l'étang, quelle que soit la saison. Une couverture rouge et blanche était étendue sous notre arbre habituel, et Julie venait de finir de déballer les sandwichs. Chloé a attrapé celui qu'elle savait être le sien sans demander. Jambon beurre, sans cornichon. Tu apprends, a-t-elle dit en levant un sourcil vers Julie comme une petite maîtresse notant un élève.
Julie a souri. Que veux-tu que je te dise? J'écoute. Chloé lui a fait un pouce levé en jouet, la bouche déjà pleine. Je les regardais de l'autre côté de la couverture, appuyés sur un bras, sirotant du thé glacé dans un gobelet en plastique, simplement en les regardant. Elles deux parlaient facilement maintenant. Pas de raideur, pas de regard méfiant. Julie n'a jamais essayé d'être l'adulte cool ou de forcer une quelconque idée de connexion. Elle était juste là. Elle écoutait. Elle était gentille. C'était plus que suffisant. Chloé a commencé à lui parler de l'école, d'un projet de science impliquant du bicarbonate de soude et un volcan en papier, et Julie écoutait comme si c'était la nouvelle la plus importante de la journée. J'ai fermé les yeux une seconde juste pour mieux sentir le moment. Les rires, les oiseaux au-dessus, l'aboiement lointain d'un chien poursuivant une balle de tennis près de la clôture. Ça, c'était la vie reconstruite. Julie s'est tournée vers moi après un moment. Ça va par là? Tu nous regardes fixement comme si tu étais sur le point de pleurer ou d'écrire un poème. J'ai gloussé. Ça pourrait être les deux. Chloé s'est allongée de manière dramatique, les bras écartés. PFF, vous êtes tellement sentimentaux. Julie l'a poussé doucement du coude. Un jour, tu apprécieras le sentimental. J'en doute, a dit Chloé. Mais j'aime ça. Ça, ai-je demandé. Elle a hoché la tête. Nous. Ce pique-nique. On dirait une bonne normalité. Une bonne normalité. Ça a atterri doucement mais profondément. J'ai tendu la main et lui ai ébouriffé les cheveux. Oui, ma puce. Je pense qu'on l'a mérité. Et comme ça, le poids de tout ce qui avait précédé, l'hôtel, les papiers, le tribunal, les silences, s'est estompé un peu plus à l'arrière-plan. Parce que maintenant, la seule chose qui comptait était juste devant moi. La lumière du soleil, des sandwichs et deux personnes avec qui je n'avais pas à faire semblant. Le ciel au-dessus était clair. Mon cœur aussi. Tout a commencé avec le paiement manqué. Un mois, puis deux. Je n'ai pas paniqué. Je n'ai pas appelé. Je n'ai même pas ouvert la lettre du service de recouvrement quand elle est arrivée. Je l'ai juste ajoutée au dossier dans le tiroir, celui étiqueté simplement « Caroline ». Elle avait disparu. Pas de publication, pas d'appel, pas de nouvelle requête d'avocat. Juste disparu. Même Maître Lambert a haussé un sourcil quand je l'ai mentionné. Les gens comme elle, a-t-il dit, ne deviennent silencieux que si quelque chose a mal tourné ou les a rattrapés. Il avait raison. C'est Amélie, la meilleure amie de Caroline, la même qui m'avait donné son numéro de chambre d'hôtel sans le savoir, qui a comblé les vides. Elle a atteint le plafond de ses cartes de crédit, a dit Amélie un après-midi au téléphone, d'un ton à la fois compatissant et las. Le type qu'elle voyait, celui des images de Cannes, l'a largué quand l'argent s'est tari. Elle squatte chez sa cousine à Melun. Caroline ne l'admettra pas, mais elle est anéantie. Je n'ai pas ressenti grand-chose. Pas de colère, pas de vengeance, juste de la distance. Comme entendre des nouvelles de quelqu'un avec qui j'étais allé à l'école, pas de la femme avec qui je partageais autrefois un lit. Et puis 2 semaines plus tard, c'est arrivé. On a frappé à la porte, pas avec frénésie, pas doucement, juste avec incertitude. J'ai ouvert. Elle se tenait là, plus mince qu'avant. Le maquillage cachant à peine la fatigue autour de ses yeux, portant un vieux manteau que je me souvenais vaguement de l'université. Manches effilochées, col de travers. Elle a ouvert la bouche, mais aucun son n'est sorti au début. Puis, je voulais juste voir Chloé. Je n'ai rien dit. Elle s'est raclé la gorge. Je ne suis pas là pour commencer quoi que ce soit. Je sais que j'ai tout gâché. Je sais que tu ne me dois rien. Je n'ai toujours pas répondu. Elle a piétiné sur place. Si elle ne veut pas me voir, je partirai. J'ai juste pensé, sa voix s'est étranglée. J'ai pensé que je demanderais. Je me suis écarté et j'ai appelé dans le couloir. Chloé? Elle est sortie du salon, ses yeux se posant sur la silhouette dans l'embrasure de la porte. Elle s'est figée, puis m'a regardé. Je suis obligé? J'ai secoué la tête. C'est ton choix. Chloé est restée là un long moment, puis a finalement hoché la tête. 10 minutes.
Caroline a cligné des yeux. D'accord. Oui, c'est bien. Je les ai laissés s'asseoir sur le porche. Je suis resté à l'intérieur, j'ai entendu des fragments de leur conversation à travers la moustiquaire. Les excuses de Caroline, les réponses prudentes de Chloé. Il n'y a pas eu de cris, pas de drame. Quand 10 minutes se sont écoulées, Chloé est rentrée tranquillement et a refermé la porte derrière elle. Elle est triste, a-t-elle dit simplement. Mais ça ne veut pas dire que je dois la consoler. Je l'ai prise dans mes bras. Non, ai-je dit. Ça ne veut pas dire ça. Dehors, Caroline est restée là quelques secondes de plus, fixant la porte qui n'allait pas s'ouvrir à nouveau. Puis elle s'est retirée.